Hey, salut tout le monde! Bienvenue dans cette seconde vidéo que nous avons enregistrée lors de notre visite à l'ESNA en Bretagne. Si jamais vous n'avez pas vu la première partie, je vous invite à commencer par là, sinon vous risquez de pas comprendre grand chose. Pour ceux qui l'ont déjà vu ou ceux qui s'en fichent, installez-vous confortablement, on est parti pour 1 heure d'interview avec le directeur de l'ESNA de Bretagne, Morpheus. Encore une fois, merci pour toute la visite. Merci d'être venu déjà. Ah non, attends, on a été bien accueillis. Ah ouais, on a été bien accueillis, café, pizza. Alors, tout le monde a été gentil. Ouais. Non, on a vu plein d'ateliers qui étaient très sympas, donc super cool. On va avoir quelques questions peut-être plus globales sur l'école. Et je pense qu'on va commencer par le plus simple. Est-ce que tu pourrais nous dire un petit peu ce qui se fait comme parcours cyber ici, si on recible sur la cyber? Qu'est-ce qui se fait comme parcours cyber et voilà, sur combien d'années, les tickets d'entrée, etc. Très bien. Alors pour faire ultra simple, on a un BTS SEO option SLAM, donc qu'on considère comme notre prépa intégrée, même si on peut faire autre chose après un BTS SEO. Et puis ensuite, on a un parcours ingénieur en double diplomation. Donc on va avoir le diplôme du CNAM, qui va être reconnu par la CTI. Donc c'est un diplôme d'ingénieur reconnu CTI. Et on va avoir un autre diplôme donc qui va être de l'AFORP. Donc c'est le pôle formation UMM d'Île-de-France. Donc là c'est un diplôme d'ingénieur mais non reconnu par la CTI. En tout cas, ça va avoir le gros avantage d'avoir le volet purement académique avec le CNAM et avoir le papier avec le parchemin assez épais avec le tampon de la CTI. Et puis on va avoir aussi le volet avec la FORP, où là on va être plutôt très technique, et on va pouvoir voir des matières qu'on ne verrait pas avec le CNAM. Donc c'est un gros avantage d'avoir ces deux-là. Ouais. D'accord. Le diplôme d'ingé, moi j'avais cherché un peu sur le site à l'époque, le titre c'est ingénieur cyberdéfense, c'est bien ça? Alors exactement. Alors non, ça n'a pas changé. En fait, le vrai, il y a toujours le nom commercial et puis le nom qu'on trouve sur France Compétences avec le répertoire national. Le diplôme, c'est ingénieur en informatique, parcours cybersécurité. Voilà. Alors pourquoi nous on parle de cyberdéfense? Tout simplement parce qu'on fait l'exercice de gestion de crise à la fin, qui dure 1 mois, j'en avais parlé tout à l'heure, qui dure 1 mois, et justement on rajoute cette partie cyberdéfense avec un opérateur d'importance vitale qu'on doit apprendre à défendre. Donc on rajoute le temps réel à la cybersécurité. Alors, pour pouvoir rentrer à l'ESNA, en fait, c'est des questions qui tombent souvent... qui tournent beaucoup dans la communauté, en fait, quand les gens cherchent une école. Qu'est-ce qu'il faut pour rentrer à l'ESNA? Alors, déjà quand on parle ESNA, est-ce qu'on parle de BTS ou est-ce qu'on parle du parcours ingé? Si on parle du BTS, suffit d'avoir un bac, quel que soit le bac. On a des apprentis au BTS qui ont un bac commerce, et ils sont aujourd'hui en BTS. On en connaît. Qu'on connaît, et ça se passe plutôt très bien. Donc voilà, donc il n'y a pas un bac spécifique. Par contre, quand on vient sur le cursus ingé, ce qu'on demande, c'est un bac plus 2, plutôt informatique. Si maintenant on n'a pas le bac plus 2, on déclenche une VAE, VES, VAP pour pouvoir intégrer ce niveau-là. C'est ce qui est arrivé par exemple au président de l'ESNAC qu'on a vu tout à l'heure, qui lui était sur un bon parcours de pharmacien. Voilà, il arrivait en dernière année, donc il allait être pharmacien, et puis donc pas du tout informatique. Et puis il a dit, bah non, j'arrête, je veux faire de la cyber. Et donc il a fait une VES, ça n'a pas marché, on a fait une VAE, et ça a fonctionné. Et aujourd'hui, il est diplômé, il est ingénieur, tout va bien pour lui. Voilà. Donc c'est une petite démarche, c'est un peu long, mais ça vaut le coup au final, quoi. Ah, super. Et du coup, par exemple, sur une entrée en BTS, tu vas avoir une sélection de combien à peu près d'apprentis? Alors, des candidats l'année dernière, donc on a ouvert le BTS l'année dernière, on a eu à peu près, on va dire, 150 candidats. Okay. On avait 16 places. Okay. Mais il ne faut pas prendre peur, parce que sur une ouverture, on sait qu'on n'est pas le choix numéro 1. C'est-à-dire qu'on ne connaît pas l'école, on ne sait pas le taux de réussite, on ne sait pas. Donc il y a eu beaucoup de 2e choix, 3e choix à ESNA sur une ouverture. Donc en fait, au final, sur les 150 candidats, il y en avait quoi?
peut-être 50, 60 qui voulaient vraiment rentrer. Sur les 50, 60, il y en avait combien qui avaient le niveau? Il y en avait 20. Bon, on en a pris 16. Plus une petite dernière qu'on a vue tout à l'heure, qui vous a parlé de lockpicking, en disant s'il vous plaît, je peux rentrer, on va te faire une place, parce que voilà, le niveau est vraiment là. Oui, je l'ai vu moi personnellement faire une rump déjà à la Stack Overflow, donc FMD, elle avait même pas encore fait sa rentrée, en fait, je crois. Donc du coup, je comprends que le niveau, là, c'est difficile de lui dire non, quoi. C'est ça, sachant qu'elle venait de pharmacie aussi. Oui, je sais, oui, j'ai... Donc, c'est ça. il y a une filière là-bas. Il y a une niche, faut aller voir. Je connais les chirurgiens, d'ailleurs. Ah oui. Ouais. Effectivement, ouais, c'est vrai. Et du coup, parce qu'aujourd'hui, on avait aux portes ouvertes, en fait, on va pas cacher, il y a full, quoi. Enfin, le parking est plein, il y a eu du monde tout le temps, partout. Et est-ce que ça te fait pas peur, un peu, du coup, sur la sélection qu'il va y avoir à faire? Et la vraie question, c'est comment tu en arrives à cette sélection? Qu'est-ce que tu sélectionnes? Alors, en fait, c'est ça le plus impressionnant. Enfin, c'est à la fois marrant et triste à la fois. Ce qui est marrant, c'est qu'il y a 5 ans, j'ai dit je vais pas recruter sur les notes et je vais faire autrement. Et tous ceux à qui j'en parlais, ils disaient Guillaume, t'es fou. Guillaume, t'es fou, ça marchera pas. Tu vas recruter que des biquettes. Ceux qui sont pris nulle part, ils vont aller dans ton école et tu seras l'école de la dernière chance, quoi. Voilà ce qu'on m'a dit. Hein. Je dis bah ok, mais moi j'y crois pas parce que c'est pas ça que je regarde. Je regardais la passion et pas grand monde croyait en ce projet-là. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit? On voit que les plus passionnés, c'est pas ceux qui ont les meilleures notes académiques, on fait bien cette distinction-là, et que les plus passionnés, bizarrement, c'est ceux qui arrivent le mieux. Et on ne regarde pas le passé, on ne regarde pas trop leurs notes, même pas du tout leurs notes. Et en fait, on s'aperçoit que, quel que soit le passé, ils y arrivent. Ils y arrivent et plutôt très très bien. Moi, j'ai eu des coups de fil, il y en a un qu'on a vu tout à l'heure, où moi j'ai eu des coups de fil d'anciens enseignants qui m'ont dit « Ne le prends pas, il est pas bon. Ne le prends pas, il est pas bon. » Je dis « Mais si, je vais le prendre. Je vais le prendre et ça va marcher. » Et au final, ça marche. Ça marche très très bien. Donc voilà, c'est parfois dire juste, on va donner la chance, il est passionné, et pourquoi ça ne marcherait pas? On va juste effacer un petit peu, enfin, pas regarder le passé et dire, voilà, on va te donner une nouvelle chance, t'es passionné, vas-y, vas-y. Donc pour résumer, c'est 1, on regarde la passion, 2, un QCM technique, où là on va voir plusieurs matières, hein, il va y en avoir 8 au final. Donc on va voir l'anglais, le français, les maths, logique, mémorisation, réseau, développement, et puis la cyber. Et comment j'ai construit le QCM, aujourd'hui c'est un QCM, ça va changer après, mais aujourd'hui c'est encore un QCM, il y a globalement 9 questions par domaine, on en a 3 faciles, 3 moyennes, 3 dures. Et comment on lit, c'est si le candidat a 3 sur 10, ça veut dire qu'il est niveau débutant dans cette matière-là. S'il a entre 3 et 6, ça veut dire qu'il est plutôt moyen. Et avancé, entre 6 et 9. Quoi. Voilà comment on lit. Alors ça peut faire peur, parce que parfois ils se disent « Oh là là, j'ai que 60% de réussite ». Mais c'est pas grave, 60%, on est entre moyen et bon. Quoi. Voilà. Mais on est tellement formaté par les notes, par l'enseignement qu'on a du CP jusqu'à Bac+2 sur toute l'éducation nationale, tellement formaté sur les notes, c'est comme ça, tu dois rentrer dans les cases. Et ça fonctionne, hein, ça fonctionne très très bien. Et là-dessus, j'ai pas de problème. Mais il faut juste dire, il y a une possibilité de faire autrement, de dire, ouais, il y a les notes, c'est bien. Il y a les compétences, maintenant on voit, hein, on a des référentiels de compétences. Mais est-ce qu'on ne peut pas juste dire est-ce que c'est acquis en cours d'acquisition ou non acquis, quoi. Puis je dirais même, si je pousse la réflexion encore plus loin, je pourrais même dire que la notion de temps, elle est presque pas importante. Si on ne parle pas des retraites, des machins, etc., qui sont des inputs à prendre en compte. Mais ce que je veux dire, c'est que si une personne doit avoir ces compétences-là en 6 mois, alors que d'autres vont l'avoir en 2 jours, très bien, est-ce qu'on ne peut pas raccourcir le temps ou rallonger le temps en disant si toi tu as besoin d'un peu plus de temps,
bah, on va juste donner un peu plus de À temps. terme, c'est la compétence qui compte, c'est pas forcément le temps que C'est ça. tu as mis pour l'acquérir. C'est ça. Et là, quand on regarde, bah, toutes les formations, elles sont construites non pas sur les compétences, parce qu'on dit que c'est sur les compétences, oui, mais rythmées par le temps. Et en fait, ce qu'il faudrait, c'est dire, bah, écoute, globalement, tu as 3, voire 5 ans pour obtenir ces compétences-là. Et s'il te faut 2 jours pour telle compétence, bah, c'est 2 jours, et tu auras plus de temps pour... Voilà. Mais au final, tu dois avoir toutes ces compétences-là. Et ça serait vraiment très innovant, en disant, il y a un sac de compétences, et on va les acquérir. En gros, ce qui va se passer, c'est que on est toujours contraint par le temps, par les diplômes. Donc en gros, ça dépend du diplôme d'entrée et le diplôme que tu veux à la sortie. Mais pour répondre plus spécifiquement à l'ESNA, il y a quand même un esprit de promotion qui est là, où en fait, ils aiment se regrouper, ils aiment faire des événements ensemble, ils aiment voilà, avoir du temps, le jeudi soir aller sortir, on comprend bien. Et alors que quand on est un petit peu plus âgé, alors ça passe encore 30, 35 ans, en fait la limite ça va pas tellement être l'âge, ça va être la famille qu'on va avoir. Est-ce qu'on va être marié? Oui. Est-ce qu'on va avoir des enfants? Oui. Est-ce qu'on va avoir des enfants avant de commencer la formation ou pendant? Ça arrive, pendant la formation. Et ça, je pense que c'est le plus grand des facteurs à prendre en charge, c'est si on a une femme et des enfants et une maison à payer, etc., est-ce qu'on a envie de se retrouver en apprentissage, donc quitter un CDI, retourner en apprentissage, dire à sa femme que ça va être compliqué pendant 2-3 ans, et que les enfants, pendant 2-3 ans, vous allez les voir, mais un peu moins souvent, et que ça ne va pas être le même rythme de vacances, etc. Donc ça, c'est plus compliqué à mettre en place. Il y en a un qui l'a fait, ça s'est super bien passé. Il y en a un autre qui l'a fait, et ça a été un échec. Il est parti parce qu'il allait avoir son 2e ou 3e enfant. Et il ne trouvait plus son équilibre en disant « Non, là, je ne peux plus entre ma femme, ma famille... » et l'école, l'entreprise, je ne trouve plus mon équilibre et si je dois faire sauter quelque chose, ça va être l'école, ça doit être le diplôme. Mais pour répondre à la question, si on veut le même diplôme, on peut aller directement au CNAM en hors temps de travail. Et là, dans ce cas-là, on repasse les UE, juste les UE que l'on veut, et si on complète le bon nombre d'UE, on arrive à un diplôme d'ingé, le même diplôme qui est délivré ici. D'accord, ok. Alors, il y a une petite chose que j'aimerais aborder, c'est qu'il y a quand même, je ne sais pas comment dire ça, il y a une communication qui est assez particulière à l'ESNA, c'est pour aborder les choses de façon politique, que ce soit sur LinkedIn, Twitter, sur les chaînes YouTube, sur les Discord, etc., etc. Il y a une espèce de discrétion quand même, on peut dire, au niveau de l'école elle-même. T'es pas sur les plateaux en train de faire le kéké pour faire ta pub ou ce genre de choses, quoi. Et du coup, c'est plutôt les associations des élèves qui vont mettre en avant l'école. Et est-ce que ça, c'est un choix, volontaire, ou est-ce que ça s'est fait comme ça, quoi? Et petit point particulier, par exemple, tu as un point BZH à l'arrière de ton site et pas un point .com. Et désolé en plus. Et du coup, c'est quand même un choix de communication qui est assez particulier. Oui. Alors, du coup, il y a 2 questions. Exactement. Alors, la première question, c'est on est un peu discret. Oui, j'ai pas voulu mettre énormément, comme certaines écoles. Alors, je viens d'Epitech, j'ai fait Epitech, école que j'ai adorée. Eux, ils ont fait énormément de communication, que ce soit à la télé, que ce soit dans le métro, que ce soit partout, énormément de communication. Et derrière, ça attire beaucoup de monde. Ils avaient la possibilité de faire des très très grosses promotions. Là, nous, la première année, quand mon chef m'a dit combien d'apprentis fera la première promo, j'ai dit humblement à peu près entre 16 et 24. Et finalement, il y a eu un tel engouement qu'on est monté à 35 la première année. Et puis on est monté tout de suite à 48 rapidement. Et ça, sans faire de pub. La plus belle pub, c'est pas le panneau en 4x3 qu'on va retrouver au coin de la rue.
ça va être quoi? Ça va être tout simplement les victoires au CTF qu'on va avoir, que ce soit au FIC, à l'ECW, etc. Et ça va être surtout le discours porté par les apprentis cyber de l'ESNA à travers les assos, à travers tout ça. Et si on est capable d'entendre ce discours-là en disant « Ah mais c'est les propres apprentis qui sont capables de porter leur école », bah, ça veut dire que c'est forcément, ils s'y sentent bien. Donc pour moi, la plus belle pub, c'est celle qui va être gratuite, non pas une histoire de coût, c'est juste qu'ils font la pub eux-mêmes. Et si demain, c'est ce que je disais, si demain on a 1000 candidats alors que j'ai toujours 48 places, je vais faire 950 déçus, quoi. Donc j'ai aucun intérêt. Alors oui, je pourrais faire un tri un petit peu plus fin, mais je ferai 950 déçus. Aujourd'hui, on a 300 candidats pour toujours 48 places. On fait déjà 250 déçus. C'est déjà énorme. C'est déjà énorme. Alors, est-ce que je veux plus de candidats? Non. Est-ce que je veux des promos plus grosses? Un petit peu, mais il ne faut pas tomber non plus dans OK, je vais faire de la formation de masse, à remplir des amphis, à faire des promos de 100 ou 150, ou comme j'étais à Epitech, hein, il n'y avait plus de profs, mais on était à des promos de 300, quoi. Et j'ai pas envie de faire ça. Clairement pas. Ou 42, des promos de 1000. Je veux pas faire ça. Moi, les apprentis, je les connais. Tout le monde se tutoie, ils me tutoient, je les tutoie, je sais où est-ce qu'ils sont en entreprise. On se connaît, il y a un vrai lien et voilà, et tout se passe bien. Et c'est comme ça que je vois la formation. Mon bureau, il est au milieu de ceux des apprentis et au milieu des salles. Et mon bureau, il est ouvert. Et il n'est pas dans un coin caché à l'école où je suis inaccessible. Je suis avec eux et les premiers CTF, et c'est ça la meilleure pub qui soit le meilleur exemple. C'était quoi? C'est le premier CTF, le Brest CTF, l'école n'était pas encore montée. J'ai dit, voilà, j'ai des places, venez avec moi et on va le faire ensemble. Et on l'a fait ensemble, l'un à côté de l'autre. Et ils ont vu ça, ils ont dit, mais non, mais c'est dans cette école que je veux aller, parce qu'on a le responsable qui est ici, et il fait le CTF avec nous. Et il ne sait pas tout. Oui, tu n'es pas un techno. Hein, Alors si, à l'origine... Ah oui, mais c'est ça qui est assez amusant. Ouais, c'est qu'à l'origine, tu es un techno, mais en fait, c'est ça. Bah, tu as la passion, du coup... J'ai la passion. Alors, je suis maintenant moins techno, ça c'est évident. Et puis, je vois des cyberins qui rentrent avec 10-12 000 sur RootMe. Je vais rester humble. J'ai rien à leur apprendre, quoi. Voilà. Mais par contre, juste le fait d'être avec eux au Brest CTF ou autre, en disant bah, venez, on va le faire ensemble, on va monter une team et on le fait. Et ça, c'est un peu... c'est pas habituel, quoi. Et ça, ils adorent, en fait. C'est le temps, l'importance qu'on va apporter à ce que eux aiment, partager aussi en disant bah, venez, on le fait ensemble. Et peut-être que vous n'allez pas tout savoir, moi je sais pas tout. Et puis on y va, et puis on verra bien, et puis ça se passe bien. Et puis on voit, c'est marrant, on voit un écosystème qui commence à se monter, et on a vu ça avec la première promotion. Ils sont arrivés en mode découverte, et ça, alors je vais en parler parce que ça c'est quand même fort. C'est-à-dire que j'ai eu 100 candidats la première année. Sur les 100 candidats, j'en ai retenu 50 à peu près. Et je savais qu'il allait y avoir beaucoup de désistements. Et il y a eu 15 désistements, donc il en restait 35. Alors il faut savoir que les 35 qui ont accepté de venir, ils sont venus sur une école qui n'existait pas encore. Il n'y avait pas de bâtiment. Il n'y avait pas de prof. Le diplôme d'ingé, il n'était pas garanti. Je leur ai dit, peut-être, pas sûr. On verra. Et les seules choses concrètes que j'ai envoyées, c'est des plans 3D. En disant, voilà, la salle, elle va ressembler à ça. C'est la salle qu'on a vue, Ulysse, là. Parce que j'avais dessiné, voilà, j'avais pris SketchUp, j'ai dessiné. Voilà à quoi ça va ressembler. Ah ouais, super, c'est bien. Voilà où on en était, quoi. Et ça, c'est génial. Dire, bon, bah, ils m'ont suivi, ils m'ont fait confiance. Et à partir de là, il y a une confiance mutuelle qui s'est engagée. Moi, je leur ai dit, je vous abandonnerai pas et je me battrai pour vous jusqu'au diplôme d'ingénieur.
Et eux, ils ont dit en retour, nous, on ne te décevra pas. Alors, ça a été pas dit oralement, mais ça a été un échange comme ça, en disant, on ne te décevra pas, on ira jusqu'au bout et on portera l'école parce que c'est le diplôme qu'on va porter. Et si on ne critique pas l'école, si on pousse l'école vers le haut, si on dit bien de l'école, les promotions vont augmenter en qualité, en taille, etc., jusqu'à un certain point. Mais en tout cas, c'est nous qu'on remercie derrière. On s'auto-remercie, voilà, on porte le diplôme, on donne de la valeur au diplôme. C'est quelque chose qu'on ne pourra pas vraiment montrer dans la vidéo d'ailleurs, parce que les échanges que tu as pu avoir avec les apprentis qui sont là, ou avec les gens autour de toi, en fait, n'ont pas forcément été filmés pour des raisons de confidentialité, ouais, exactement. Mais du coup, ouais, le contact qu'ils ont avec toi est hyper familier en fait. C'est pas du tout. Oui, c'est proche, il n'y a pas de. On n'a pas l'impression de ressentir une certaine hiérarchie, voilà, ça reste assez ouvert et bienveillant. Ouais. Donc, ça, c'est pas quelque chose qu'on pourra montrer du coup. Mais on l'a ressenti nous. Ouais, oui, c'est. Ouais, c'est hyper surprenant, hein, vraiment. Du coup, voilà. Alors, pourquoi le point BZH? Parce que déjà, on est en Bretagne, et puis ensuite, le pôle formation UIMM, c'est pôle formation UIMM Bretagne. Et en fait, on est découpé par région. Et en fait, on aurait très bien pu prendre un point com, mais on était moins identifié. Le point BZH, c'est plutôt trouvé naturellement comme ça, en disant, bah, on est en Bretagne. D'accord. allez, on y va. Après, il y a eu un point com ou un point fr qui était déjà pris. Bon, le BZH me va très très bien. Il est arrivé naturellement, oui. Ah, okay. Ouais, c'était naturel et on le garde. Très bien. En termes de... Alors, ouais, c'est souvent ce qui intéresse les étudiants. En termes de débouchés, comment ça se passe? Est-ce que tu as déjà des partenariats avec certaines entreprises? Est-ce que tu as déjà des partenariats avec des instances gouvernementales, par exemple? Où est-ce qu'ils vont pouvoir atterrir ces personnes qui passent ici? Alors, pour rester vague, on va dire que entre un quart et un tiers partent dans l'étatique. Okay. Voilà. On est d'ailleurs proche du tiers qui partent dans l'étatique et le reste dans le privé. Ce que je leur dis quand même, c'est vous avez été formé en France, essayez de rester en France. Je dis un peu mieux, restez en France. Voilà. Donc il y en a un ou deux qui comptent partir ou qui sont partis. Voilà, ils savent que, enfin, faut pas oublier qui les a formés et donc faut rester en France, c'est ce que je leur dis en tout cas. Et après pour les boîtes qui sont en partenariat hors étatique. On va en avoir, hein. Donc on a Orange, on a Airbus, on a plusieurs, hein. Toutes celles avec qui on travaille déjà veulent garder les apprentis, 80-90% ils veulent garder les apprentis. Ce que je dis aussi aux apprentis, c'est ils vous ont formé pendant 3 ans, ayez au moins la politesse de leur donner la primeur de votre candidature en disant bah, écoutez ce qu'ils ont à vous dire, c'est le minimum. Ils vous ont co-formé, hein, donc voilà, faut être poli. Et puis si ça ne vous plaît pas, alors vous pouvez aller voir ailleurs. Et généralement, après, ils vont soit dans des grands groupes, donc ça peut être Naval Group, Thales, voilà. Et puis sinon, quelques-uns dans des boîtes un petit peu plus petites. Ça dépend s'ils cherchent la polyvalence ou s'ils cherchent tout de suite un grand groupe. Ouais. Et des entrepreneurs, t'en as qui se disent je veux monter à mon compte, faire du bug bounty, ouvrir une boîte BZ Hunt 10 pardon. Est-ce que tu as ce genre de profil? Alors, monter des boîtes, il y en a qui ont l'idée de monter des boîtes. Je sais qu'il y en a un qui va le faire. D'ailleurs, je l'aiderai à monter cette boîte-là. Mais ça n'a pas encore été fait. Ça va arriver. Ça va arriver. Il faut juste, peut-être la deuxième promo qui va sortir, ils vont peut-être plus se lancer là-dessus. Vous avez des cours là-dessus?
Sur le droit des sociétés, le montage, un peu de management peut-être. Ouais, il y a du management, et puis oui, il y a aussi tout le volet juridique, fiscal. Donc il y a des approches, alors c'est pas hyper poussé, mais au moins on démystifie un petit peu tout ça en disant c'est possible. Mais non, généralement, la première promo, ils sont tous partis travailler. On est quand même vachement sur des profils techniques, j'ai l'impression. Ouais. Tu n'as pas formé, entre guillemets, pour parler vulgairement, de la GRC pure et dure, quoi. C'est vraiment du profil technique. Alors peut-être entre les deux, ouais, c'est peut-être une fausse idée. Non, ils sont techniques. Pourquoi ils sont techniques? Parce qu'on les a recrutés comme ça. C'est-à-dire qu'ils savent très bien que pour rentrer, mon discours, il est clair. Vous avez des QCM à l'entrée, donc c'est la motivation, les QCM, et quand ils me posent la question, mais comment je peux augmenter mes chances pour rentrer, c'est tout simplement aller sur des plateformes d'entraînement. Donc que ce soit du RootMe, Hack the Boys, TryHackMe, voilà, allez-y et faites vos billes, et surtout soyez passionnés. Soyez passionnés, lisez du MISC, mais faites pas juste le lire. Vous lisez du MISC, et puis quand vous voyez un petit peu comment est fait telle chose, essayez de le faire en même temps, quoi. Il y a la lecture, et puis il y a la mise en pratique, qui est complètement différente. On avait l'impression d'avoir compris, et puis quand on le met en place, ah bah non, j'avais rien compris, quoi. Et puis finalement, on apprend une deuxième fois, ah bah oui, là maintenant j'ai compris. Donc, en effet, ceux qu'on recrute le plus, ou le plus facilement en tout cas, c'est des profils techniques. Certains partent en gouvernance, derrière, il y en a. Mais ils ont quand même un bagage technique parce qu'ils ont validé toutes les UE, ils ont suivi tous les cours, etc. Mais ils préfèrent la gouvernance et c'est très bien, il en faut. Voilà. Ça coûte quoi? Alors, en ticket d'entrée en prix, rien. Donc, il n'y a pas de frais d'inscription, pas de frais de dossier. Vu que c'est de l'alternance, tout est payé par l'entreprise. Et puis, voilà, après, il y a un salaire qui tombe tous les mois, vu qu'on est en apprentissage. Il y a une grille. Et pour les boîtes industrielles dont la branche est la métallurgie, telles que, je sais pas, Airbus, Naval Group, etc. Alors, là, la grille, elle est un petit peu différente et on se cale sur une autre grille. Et donc, on peut commencer avec un salaire un petit peu plus élevé, commencer quasiment à 1 100 euros en premier salaire, en Cyber 1. Et c'est plutôt. En apprentissage, c'est très bien, oui. En apprentissage, c'est plutôt très, très bien. C'est vrai qu'on comprend mieux ce que tu disais tout à l'heure. C'est vrai que pour un apprenti qui est, entre guillemets, et encore chez ses parents, par exemple, ou qui peut avoir un petit studio, ça se fait. Pour une personne qui est en couple, mariée avec 3 enfants, au niveau salaire, c'est de suite plus contraignant. Ouais. C'est ça. Alors, il y en a qui m'ont posé la question, mais ok, je fais un sacrifice sur 3 ans. Ouais, mais c'est toi qui fais un sacrifice. Mais si tu as une famille, c'est toute ta famille qui fait un sacrifice. Et puis généralement, quand on arrive à ces âges-là, on peut avoir des crédits, c'est même souvent le cas. Donc on a un crédit, donc comment on fait? Ça décale tout, etc. etc. Donc c'est pas que c'est un mauvais choix, c'est que les sacrifices sont tellement grands que parfois on se dit juste, garde ton CDI, fais des cours du soir. Voilà. Moi j'ai une question sur ce qu'on a vu, notamment toute la partie, alors qu'on n'a pas vu à l'écran, qui était juste à côté du lockpicking. On a vu qu'il y avait des drones, on a vu un Minitel, on a vu une imprimante 3D, on a vu toute cette partie hardware qu'on voit moins en IT classique, on va dire. Tu avais toute la partie robotique qu'on a vue aussi. Alors c'est peut-être plus facilement présente dans des écoles d'ingé, mais j'ai l'impression qu'en fait, on ne forme pas uniquement à la partie IT, chose que j'ai eue, moi, qui était de l'IT pure et dure. Tu as aussi toute la partie robotique, matériel, etc. accrochée. Est-ce que, avec cette formation-là, tu as, alors je ne sais pas trop comment l'amener, mais un esprit un petit peu plus débrouillard avec ce genre de trucs-là? Est-ce que vous abordez tous ces sujets-là, matériel, etc. Alors, on essaye d'aborder tous les volets, que ce soit système Indus, IoT, réseau sans fil, voilà. Mais en fait, on s'aperçoit qu'on rajoute des cours, et en fait, on a toujours le même nombre de semaines de cours, donc ça devient compliqué, et je ne veux pas juste survoler. Donc on va tous les ans, on refait un petit peu la maquette, on bouge 2-3 UE, histoire de voir un certain nombre de matières, mais pas les survoler aussi. Et donc tous les ans, on dit, ok, qu'est-ce qu'on a raté, qu'est-ce qu'on peut améliorer, et qu'est-ce qui était bien et qu'est-ce qu'on garde. Alors pour répondre plus particulièrement à la question, j'adore le physique aussi,
Donc c'est quelque chose que j'apprécie parce que déjà c'est du concret. Et c'est exactement ce qui manque d'ailleurs dans certaines formations que j'ai pu voir, c'est la théorie, un peu de pratique, etc. Mais là où on apprend le plus, et d'ailleurs ça se voit, c'est en physique. C'est-à-dire que la première chose sur RouteMe, par exemple, premier tchal qu'on va faire, ça va être en web. Web client, web serveur, alors ça dépend. Après, ça dépend, ouais. On peut aller en crypto, en Stega, etc. Mais on aime quand c'est visible. Et parce qu'on voit tout de suite les changements, et on dit ah ok, c'est presque facile. On soulève le capot du moteur. C'est presque facile. C'est voilà, parce que en tout cas c'est physique. Et là c'est exactement pareil, c'est-à-dire qu'on parle de cyber, on ne va pas se contenter juste de regarder l'IT. La cyber, elle est partout. On regarde une industrie, elle est partout, mais ça va de l'alarme au badge NFC, en passant par, j'en sais rien, tout ce qu'il peut y avoir. Sur l'IoT, sur tout. On est bourré de capteurs sur nous et on ne s'en rend pas forcément compte, ou du moins on l'oublie. Le smartphone, ça fait partie intégrante de la chaîne du maillon de la cyber. Donc si on oublie, si on se dit non, c'est juste l'IT, on a perdu. On a perdu, parce que forcément les attaquants iront chercher le maillon le plus faible, ils iront attaquer là. Qui est dans la poche de tout le monde en plus. C'est très pratique. Hein. Et oui. Exactement. Et aujourd'hui, c'est pas prêt de s'arrêter. Là, on pointe les smartphones. On se dit, il y a une batterie, il y a un micro, il y a un Bluetooth, il y a du GPS, il y a un haut-parleur, on a un système de communication, etc. Là, j'ai décrit un téléphone. Je décris une Tesla, il y a du Bluetooth, il y a du Wi-Fi, il y a du GPS, il y a une batterie, il y a un micro, il y a des haut-parleurs. C'est exactement la même chose. Et demain, quand je dis demain, ça a déjà commencé. Ton frigo, ta cafetière. C'est partout. La caméra. Salut. La caméra. Donc partout, on commence à avoir tout ce système qui permet d'être tracé, d'écouter, de stocker la data. Et donc, qu'est-ce qu'on fait de toute cette data? La data, elle n'est pas juste sur l'IT. La data, elle va être sur le système Indus, sur l'IoT, sur tout, sur les voitures, sur les cafetières, sur les caméras, sur tout, quoi. Donc, il faut voir tous les volets et pas juste se dire la cyber, c'est l'IT. Dans quel CTF vous participez? Et est-ce que tu as des membres en fait officiels de l'équipe de CTF? Parce que nous, on sait de sources sûres qu'il y a des gars de l'ESNA qui participent à des CTF qui ne sont pas dans l'équipe ESNA. On peut dire ça comme ça? Moi, je ne dis rien, mais oui, c'est ça. Voilà. Donc, du coup, dans quel CTF vous participez? Et est-ce qu'il y a un truc membre officiel de l'équipe de l'ESNA? Alors, je vais répondre dans l'ordre. Quel CTF à quel CTF on va participer? Donc au Brest CTF forcément, parce que j'adore l'ambiance, parce que on est compatible et c'est juste top, c'est parfait. En présentiel, pour moi c'est le plus beau. Voilà. Il n'y a pas de costard cravate, on n'est pas sur de la démarche commerciale, on est sur des passionnés qui viennent entre eux et puis travailler ensemble, faire un CTF ensemble. Donc ça, pour moi, c'est le top du top. On participe. Est-ce qu'on a une team officielle? Alors, non, pas vraiment. Parce que je ne l'ai pas demandé. Donc j'aurais dit, ah si, on a une team officielle, on a une team officielle, j'ai dit, on a des places, qui veut venir? On a une team officielle parce qu'on est sponsor de l'événement en tant qu'école, etc. quoi. Donc oui, on a une team et j'ai laissé le choix, c'est-à-dire que je dis pas c'est toi, j'ai dit voilà, ceux qui veulent venir, représenter l'école, venez. Et ils sont venus, et ça se passe bien. Et après, qui va participer? Je sais pas, il doit y avoir une dizaine d'équipes au final, donc parce qu'ils adorent ça, on le met dans le calendrier, au moment où ça sort les inscriptions, tout le monde s'inscrit. D'accord. Donc tu nous en voudras pas si par exemple on te vole quelqu'un de ton école? Non, mais non. Enfin, c'est bien parce que c'est déjà fait.
Donc ça, le Brest CTF, oui, voilà, on a une team officielle, et puis c'est très très bien comme ça. Et le reste, ils mettent quand même parfois le nom ESNA, et je veux dire, il n'y a pas de sous-équipe, quoi. C'est-à-dire que il y a une team officielle parce qu'on a eu des places, et le reste, ils veulent mettre ESNA dans le nom, ils mettent ESNA dans le nom, et c'est très très bien, quoi. Après, on participe à tout ce qui est FIC, donc à l'EC2. Là, on a une team officielle parce qu'on peut inscrire qu'une team de 10 personnes. Et là, comment on fait la sélection? C'est simple, on a un CTF de Noël, le CTF de l'Avent, qui dure 25 jours, du 1er au 25. Tous les soirs, à 20h, on a un tchal qui sort, et qui est au début pas trop barbu, et à la fin très très barbu. Okay. Voilà. Et puis, on va dire les 8 premiers, il y a les 2 orgas plus les 8 premiers, voilà, qui sont sélectionnés. Enfin, c'est même... Bon, c'est les 7 premiers, les 2 orgas, plus un capitaine d'équipe qui est choisi par le reste de l'équipe. Donc voilà comment c'est fait, et on se déplace tous en bus au FIC. Donc tous les Cyber 3, on prend un bus, donc 60 places, et on va au FIC, on loue un hôtel, et puis et c'est parti. Et c'est parti, et c'est un moment de partage, et là c'est juste génial, quoi, de se retrouver tous là-bas. Le pauvre Wi-Fi de l'hôtel. Ah, on fait un test gratuit pendant la nuit. Même pas. Je me souviens d'une rump. Et donc le CW, forcément, on participe. On apprécie aussi, parce que là, c'est une diversité. C'est un challenge qui est complètement différent de ce qu'on a l'habitude de voir, et qui est très très apprécié, surtout la partie présentielle. La partie distancielle est moins appréciée. La partie présentielle, elle est, alors même si c'est dommage qu'elle ne soit pas ouverte au public, mais en tout cas, ceux qui ressortent, ils disent ouais, c'est top, quoi. C'est top. Mais ça, il faut le mettre en évidence. Ça devrait être ouvert aux visiteurs en disant bah voilà, venez voir par petits groupes, ou je sais pas, il faut s'organiser. Mais il faut absolument le montrer, quoi. C'est dommage. Et alors ça, c'est quelques CTF que l'on fait. On en fait d'autres, hein. Donc il y a des écoles qui nous demandent si on veut participer. Dans ce cas-là, bah oui, on y va. Il n'y a que les gros CTF où on met des équipes officielles. Donc typiquement, c'est le FIC, parce que par choix, par CTF de Noël, ils arrivent à se qualifier. Par le CW, ils se qualifient aussi eux-mêmes, individuellement. Et puis voilà, après, il n'y a pas d'obligation. Et puis, on fait des CTF aussi. Donc, on fait un premier CTF, donc on en fait 3. Hein. On fait un premier CTF, c'est un CTF Géopardy, donc qui s'appelle le Midnight, donc qui à chaque fois qui est excellent, qui attire beaucoup plus de monde d'année en année. Et pour la première fois, on fait une partie. Donc, au début, avant le Covid, au début, il était en présentiel. Après, il s'est passé en distanciel au moment en 2020. Et puis, en 2021, on l'a gardé en distanciel. On savait tout, on était toujours dans le flou. Et là, maintenant, on a décidé de le rebasculer et en distanciel pour les qualifs, où on attend 600 personnes, à peu près 600-700 personnes. Et après, en présentiel, où on gardera 100-150 personnes. Et ce sera ici, en présentiel. Donc ça, c'est organisé. Alors, les dates, je les ai pas, je veux pas dire de bêtises, on va communiquer là-dessus. Ça a changé parce qu'il faut se caler au même moment. Il y a énormément de choses. Il y a le FIC, il y a le Brest CTF. Donc on veut pas. Ce serait ridicule de tomber sur les mêmes dates. Donc on doit trouver un week-end où c'est pas un week-end de 3 jours, où c'est pas un week-end. Donc il reste quelques créneaux. On se cale, on se met d'accord avec les autres écoles ou les autres organismes, et puis on fait ça en bonne intelligence. Ça, c'est le premier CTF. Le deuxième CTF, c'est un CTF d'OSINT qui s'appelle le Stranger Case. Là, il y a une partie en distanciel qui est juste incroyable. Le scénario, il est top. Le teaser va bientôt sortir. Okay. Et une partie en présentiel que je vais pas teaser non plus, ni sur l'endroit. Mais par contre, ce que je peux vous dire, c'est que c'est juste incroyable. Voilà, c'est juste incroyable ce qui va se passer.
Et donc moi je suis hyper content de la tournure que ça prend, de l'ampleur que ça prend et de la confiance qu'on nous fait pour réaliser ce type d'événement. Là, on n'est plus dans le petit CTF qu'on fait dans une cave et puis pour 5 gars du coin. Là, on n'est plus du tout là-dedans, quoi. Et puis, il va y avoir le 3e CTF où là, on va être dans le kayaking. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Et on peut parler de CTF parce qu'il y aura des challenges. Voilà. Donc, c'est 3 domaines complètement différents, très variés. Et qu'on adore faire, quoi. Juste avant qu'on parle de l'avenir de l'ESNA, il y a une petite question qui me vient. Est-ce que tu as des rapports justement avec les autres écoles cyber? Parce que tu disais, tu as des invitations pour les CTF qui sont organisées, ou toi, de ton côté, quand tu organises des CTF, tu vois ce qui se fait avec les autres écoles et tout et tout. Et du coup, est-ce qu'il y a des vrais échanges entre vous? Alors, entre les écoles... Entre les écoles, pas trop, un petit peu, mais il y a toujours cette peur de est-ce qu'il va me voler des candidats, est-ce qu'il va me voler des idées, est-ce que... En fait, je vous dis, les plus intelligents, c'est les apprentis et les étudiants, quoi. Eh oui, non mais de loin, hein. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait le Héros CTF. Héros CTF, ils ont tout gagné, quoi. Ils ont organisé entre un IUT et 2 écoles. Ils ont fait, on va faire un gros CTF. Et aujourd'hui, ils sont à plus de 1000 participants. Et c'est eux les plus intelligents. Donc les relations entre écoles, elles sont bonnes. On ne va pas dire qu'elles sont mauvaises. Mais je pense qu'on pourrait faire beaucoup mieux si on était un petit peu plus malin en se disant, mais... Chacun son école, chacun ses envies, il y a de la place pour tout le monde. Il manque tellement d'ingénieurs cyber aujourd'hui qu'il pourrait sortir encore 10 écoles, qu'il en manquerait toujours dans 10 ans. C'est un peu trop concurrentiel là. Enfin, tu as ce côté concurrence, ouais. Un peu chacun de son côté. Et la concurrence, il ne devrait même pas y en avoir. Alors il y en a toujours entre écoles, hein, que ce soit cyber, que ce soit informatique, commerce, peu importe. Il y a toujours de la concurrence entre écoles en disant c'est moi la meilleure, machin. Mais non, c'est juste qu'on n'est pas sur les mêmes domaines ou pas les mêmes spécialités. On n'a pas les mêmes étudiants ou les mêmes apprentis. On n'est pas pareil. Donc c'est juste les étudiants doivent trouver la bonne école. Et les écoles doivent être un petit peu plus souples en disant mais ils ne sont pas là pour voler l'idée ou voler le je sais pas quoi. Est-ce qu'on peut pas faire un truc ensemble? Ouais. Moi, je suis assez d'accord sur ce que tu disais sur le fait que les apprentis sont plus intelligents, parce que nous, on voit quand il y a des questions qui passent dans la communauté, bien souvent, ceux qui vont répondre, ils sont élèves dans diverses écoles, la tienne ou d'autres. Et du coup, eux vont clairement dire, mais l'école qui te convient, c'est celle qui va te convenir en fait. Tu choisis en fonction de ce que tu veux faire, de ce que tu aimes faire, du spirit de l'école en fait. Et on peut pas te dire quelle école est meilleure, parce que on peut pas te dire ça en fait. Il y a une école qui va te convenir, mais qui ne conviendra pas à celui d'à côté, quoi. Du coup, je suis assez d'accord avec ce motto-là, quoi. Tant qu'on y est, qu'est-ce que ça serait pour toi le profil? Alors, je pense que tu y as déjà un petit peu répondu, mais le profil type d'une école de l'ESNA, ça serait quoi? Au niveau de l'esprit que tu mets en avant, ouais. Grosso modo, il y a des profils qui s'intègrent très très bien. Ces profils-là, ça va être les reconversions. Voilà. Donc, ils ont déjà eu un parcours, ils ont 25, parfois 30 ans, et ils se disent, tiens, je vais me reconvertir parce que je sais que c'est la cyber qui me plaît et il me faut le diplôme, et donc j'y vais, je me donne à fond, parce que j'ai soit ça me plaît plus ce que je faisais, ou je veux évoluer. C'est la question que tu posais. Ça, il n'y a aucun problème d'intégration, ça fonctionne. Les anciens sportifs, c'est des profils qui s'intègrent très très bien, parce que le fait d'aller jusqu'au bout des choses, en disant, bah voilà, je vais aller jusqu'au bout, je vais repousser un petit peu mes limites, et ça fonctionne super bien. En fait, il y a un côté très autonome et maturité, j'ai l'impression, dans ce que tu dis. Alors ça se retrouve
très bien chez les gens qui sont en reconversion. Les sportifs, c'est pareil, en général, c'est la discipline et aller jusqu'au bout. Est-ce que tu n'as pas entre guillemets, des problèmes avec certains types un peu de profils un peu jeunes où des gars arrivent, ils sont extrêmement bons techniquement, mais tu sens que niveau maturité, même s'il y a un côté autonome, il y a des fois, c'est des gens qui vont un peu papillonner à droite à gauche, qui vont s'éparpiller. Est-ce que tu as ce genre de profil qui papillonne et que tu es obligé de recanaliser, ou c'est juste en fait ça ne convient pas à l'ESNA? Alors, c'est marrant ta question, parce que ce qui se passe, c'est que quand ils arrivent le premier jour, je ne vais pas spoiler, mais grosso modo, on a une semaine. La première semaine, c'est une des plus intenses, parce que c'est là où ils dorment le moins, et c'est là où ils apprennent à se connaître. Donc niveau fatigue, on est au top du top. Mais ce que j'adore, c'est cette première journée. Je leur dis rendez-vous 8h30 dans telle salle. Ils rentrent, et c'est top, parce qu'ils ont tellement été formatés. Ils ont la feuille, le stylo qui est là, et ils sont prêts à écouter. Oui, monsieur, on vous écoute. Et j'adore. Alors, je remercie l'Éducation nationale pour avoir fait ce travail-là. C'est très, très bien, merci. Mais maintenant, vous allez apprendre à être actif. Donc, ce qui se passe pour mettre tout le monde dans le bain, c'est qu'en fait, on fait un séminaire en entrée. Et donc, ils ont tout la même semaine, c'est-à-dire les cours d'éthique, un séminaire de gestion de crise humaine, et puis un week-end d'intégration. Donc ça fait beaucoup en une semaine, on le sait, ils dorment pas beaucoup. Par contre, ils se connaissent parfaitement bien, et ça donne le rythme sur les 3 ans qui vont passer. Et au cours de cette semaine, ce qu'on s'aperçoit, et c'est là où on a eu beaucoup de chance en première année, c'est qu'on a des leaders qui vont se détacher. Et donc typiquement, la première année, on a eu 2-3 leaders qui sont détachés, un ancien militaire et un aujourd'hui qui a rejoint l'armée, qui avait un charisme naturel, qui était éthique, bienveillant, et qui ont donné le bon chemin tout de suite en disant les gars, on va y arriver, et c'est comme ça, et on va y aller tous ensemble. Et tout le monde a suivi. Tout le monde a suivi. Il n'y a pas eu de discussion. Deuxième promo, exactement pareil. On a eu des leaders, dont Pierre fait partie. Voilà. L'ESNA, c'est ça. On va y aller tous ensemble. On doit réussir les CTF. C'est pour nous, c'est pour l'école, c'est pour machin. Ils savent parler de l'école et ils sont bienveillants. Et c'est ça qui fait la différence aussi. C'est qu'on a des leaders qui sont bienveillants, l'ensemble de la promotion sont bienveillants. Et en fait, ils se font une petite, je ne vais pas appeler ça une police interne, mais ils respectent des règles. Et quand il y en a un qui sort du cadre, c'est les leaders qui vont dire « Mais qu'est-ce que tu fais là? Pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu fais ça ?» Tu as une autorégulation qui se fait par, entre guillemets, la pression des pairs qui fait que tu es porté un peu aussi. Ouais. C'est ça. Et du coup, c'est simple, hein, je vous dis, hein, c'est simple. À gérer, là, les 3 promos de 50, sans aucun problème. On n'a aucun problème de discipline, on n'a rien. C'est bien, hein, pourtant, sur des profils qui, j'ai envie de dire, si on prend le cliché, dans l'éducation nationale peuvent être, entre guillemets, problématiques, un peu hors cadre, etc. Moi, je l'ai beaucoup vu, enfin, je l'ai vécu parce que j'étais comme ça, mais... je l'ai vu chez d'autres qui étaient assez hors cadre et tout, mais au final c'est hors cadre, mais quand ils arrivent dans le cadre qui leur convient, au final ça se passe bien, quoi. Ce qui est surtout surprenant en fait, c'est que du coup il y a une autorégulation au niveau de l'éthique. C'est quelque chose qui n'est pas forcément évident quand tu viens parler du hacking. Dans le grand public, pas du tout évidemment. Mais même sur des gens qui sont un peu passionnés, parfois on peut entendre ou lire des choses où tu dis c'est un peu borderline. Ouais, on a beaucoup ça, nous, sur nos communautés, tu vois, on a le côté éducation technique, j'ai envie de dire, réseau, système, dev, etc. Mais très souvent, tu as des gens qui vont arriver, qui vont poser des questions ou demander des choses qui ne sont absolument pas légales, sans parler d'éthique, qui ne sont pas légales. Et en général, on a toujours cette confusion qui se fait entre le légal et l'éthique, et ce qu'ils ont le droit de penser de la loi, etc. Et il y a toute cette discussion qui se fait. Et c'est intéressant de voir qu'avec, justement sur nos Discord, qui sont des communautés plus grandes, mais avec beaucoup moins de monde qui discute, par contre, c'est un peu dépareillé là-dessus. Au final, ça arrive à se faire.
Au fur et à Ouais, mesure, oui, oui, oui. on voit des gens qui arrivent et qui sont très Gréat, c'est trop bien, je peux hacker le FBI, machin, tout ça. Et au bout de 5 minutes, ils se prennent une cloquette et ils se rendent compte que bah non, tu ne peux pas le faire en fait. Et voilà, et ça rentre dans l'ordre. Donc ouais, et ça se fait là beaucoup plus intensément quoi. Alors, je pense que tant qu'on n'est pas dans les études, on a peut-être des pensées en se disant bah, si j'apprends ça, alors je pourrais hacker la NASA, le FBI, ce qu'on veut, etc. Quand on est en études, qu'on est à 1 an ou 2 d'avoir son diplôme d'ingé, qu'on a une école, qu'on a une entreprise qui nous suit, si on fait n'importe quoi, on perd tout d'un coup, on risque la prison, et je ne sais pas si vous avez vu, là en ce moment, ça a bien Il y a un bougé. basculement. Il y a Ouais. eu un basculement, et donc là, on devient criminel. Là, c'est du pénal, on risque 20 ans, en fonction de ce qu'on fait. Hein. Mais typiquement, on se fait avoir, on perd tout. On ne peut plus toucher un ordinateur pendant 10, 20 ans. Et voilà, on arrive dans des cellules avec des gars qui ont tué. On en est là, quoi. Donc, quand on mesure, on se dit, est-ce que j'ai vraiment envie d'essayer de hacker, pirater, plutôt pirater, ou d'essayer de pirater la NASA, machin, pour faire quoi? Quelle motivation? Alors que je suis à ça de réussir, d'avoir mon diplôme et d'avoir une carrière dans ce que je fais. Bah non. Ça se fait comment? Est-ce que c'est induit par les cours, la formation et puis les pairs, ou est-ce qu'il y a un cours d'éthique à un moment, on se met devant une feuille blanche et tu leur poses la question, est-ce que tu as le droit de faire ça et tu leur apportes la réponse? Ça se passe comment? Alors on va très très loin en éthique dès la première semaine, où en fait on remonte très très loin au fondement de l'éthique. On part jusqu'à Socrate. Voilà. Ok, Et puis, très loin, oui. et puis même moi je vais un peu plus loin avec la mythologie grecque, où bah oui, on repart sur les fondements. C'est quoi la vie? Quel est le but dans la vie? Qu'est-ce que j'ai le droit de faire, pas faire, etc. Et pour ça, la mythologie grecque, elle est super bien faite. Enfin, quand je parle d'Homère, c'est super bien fait dans l'Iliade et l'Odyssée, parce qu'il y a plein de choses où on regarde, on dit mais c'est pas possible de faire ça. Et bah si, à l'époque c'était possible. Et puis qu'est-ce qu'on retient de ce qui s'est passé, quoi. Donc moi j'en raconte souvent dès le début, dès le premier jour, c'est le voyage d'Ulysse, quoi. Et donc on parle de l'Odyssée avec toutes les étapes et pourquoi on en arrive là, et c'est quoi le but, c'est quoi le sens de la vie, et pourquoi vous êtes là. Et donc voilà, et on part sur l'éthique sur la première semaine où on creuse vraiment, vraiment, vraiment. Et puis on a des valeurs, on dit que c'est pas n'importe quoi. On a le partage, on a la vérité et la passion. Donc on a ces 3 valeurs qu'on essaye d'inculquer en disant, bah voilà, s'il se passe quelque chose, soyez vrai avec vous-même, soyez vrai avec les autres. Et c'est ça qu'on vient chercher. Il n'y a pas besoin de mettre une carapace. Et moi, ça m'est déjà arrivé en première année de voir un jeune qui était trop dans les apparences. Et en fait, il avait une carapace autour de lui. Alors, il avait le dernier iPhone, iPad, je sais pas quoi, qui se met dans les oreilles, la Mercedes qui allait bien, etc., etc. Je suis allé le voir en disant, mais les autres n'arrivent pas à rentrer en communication avec toi parce que tu as une carapace. Arrête avec tes apparences, on s'en fiche. Sois vrai. Et sois vrai. Et le message, il est passé, je ne pensais pas qu'il allait passer aussi bien. Il est passé, il a dit, oui, j'ai compris. Et dès le lendemain, il s'est ouvert aux autres, et ça s'est super bien passé. C'est juste incroyable. Juste d'être vrai avec soi-même, et on s'en fiche, on n'est pas dans le jugement, ah bah, t'es moins bon que machin, tu sais pas. On n'est pas là-dedans, on va avancer ensemble, quoi. Et ça marche super bien. Dès qu'on met de la bienveillance, nous, encadrants, on met de la bienveillance en disant je ne vais pas vous lâcher, on va vous emmener jusqu'au bout, et s'il faut vous aider sur les rapports, on vous aidera sur les rapports. On donne toute cette bienveillance-là, on n'appuie pas sur les têtes pour les couler, on les prend, on ne les tire pas par les cheveux, on leur donne la main, et on les sort de l'eau. Voilà. Et ça, cette bienveillance, ils en ont conscience en se disant ok, je ne suis pas n'importe où, ils ne sont pas là pour me saquer, ils sont là pour m'aider. Voilà. Et ça change tout. La bienveillance que l'on peut avoir. Et on croit en eux. On s'en fout de leur passé, c'est ce qu'on a dit, on s'en fout de leur passé. On va pas regarder si tu avais 5 en maths, 3 en géo, ou je sais pas quoi. Non, qu'est-ce que tu es maintenant, où est-ce que tu vas aller? On va y aller ensemble. Alors ça prend beaucoup d'énergie. Hein.
C'est pour ça que je ne peux pas avoir des promos de 80. C'est pas possible. Mais en tout cas, on y va ensemble. Et le diplôme d'ingé, on va l'avoir parce qu'on va vous accompagner. Si vous manquez des cours, on va vous donner les cours. Et en fait, c'est ça. Ils nous remercient à la fin. Je peux parler de la remise de diplôme qui a eu lieu là l'été dernier. Donc les premiers qui sont sortis. Je vous dis, ça a été un déchirement, quoi. Ça fait des années que tu es avec eux, du coup. Ça fait 3 ans. Et puis je suis allé les chercher un par un, quoi. C'est toi, tu viens. Il n'y a pas de bâtiment, c'est pas grave. Vas-y, viens. Ouais, là c'est ceux qui s'apprêtaient à avoir des tentes sur un parking. Oui. Quoi, Il n'y avait pas de site internet. Hein. Il n'y avait pas de site internet. Donc eux, ils m'ont fait confiance, mais une confiance aveugle. Donc j'aurais dit, je ne vais pas vous décevoir. Je ne vous abandonnerai pas. On ira jusqu'au bout. Et on est allé jusqu'au bout. Et du coup, le fait d'avoir fait ça, c'est le contrat, il est rempli. Bah, bravo, machin. Mais c'est un déchirement. Ok, on est allé jusqu'au bout. Allez voler votre propre aile. Donc on est content parce que voilà, ils sont âgés, machin. Mais du coup, c'est un vrai déchirement. En disant, bon, ce qui s'est passé là, ça a été compliqué, mais on l'a fait, quoi. On l'a fait. Donc, et ça, la bienveillance, ça change tout. C'est le futur. Allez. Qu'est-ce qui va se passer avec l'ESNA dans le futur? Est-ce que tu as des news à nous annoncer, des choses un peu croustillantes? Alors, niveau news, on en a quelques-unes. On a bien sûr un nouveau bâtiment qui va arriver, donc fin 2024, début 2025. On sait qu'il peut y avoir des retards entre les intempéries, tout ce qui peut arriver dans le bâtiment. Donc un nouveau bâtiment où là, en gros, en cyber, on est à 200 mètres carrés et on va passer à 3000 mètres carrés. Donc un bâtiment dédié. Ouais. Donc on fait x15, x12, 13, voilà. Sachant qu'on va laisser une partie, donc c'est pas tout à fait 3000 mètres carrés, on va être un petit peu en dessous, quoi. Et du coup, une fois qu'on a ça, qu'est-ce qu'on en fait? Alors, il y a plein de bonnes nouvelles. La bonne nouvelle, c'est qu'aujourd'hui, les assos, ici, on les a un peu compressés, ils ont des locaux, machin. Là, les salles, elles sont dédiées pour les assos. Et ça, c'est directement, c'est vu, c'est comme ça. Une cantine qui est dédiée, qui est beaucoup plus grande, etc., etc. Et puis des salles de cours qui sont adaptées, donc qui vont être plus grandes. Et des nouvelles formations. Donc, en nouvelles formations, qu'est-ce qu'on va avoir? Donc, on a cyber. Alors, je vous ai dit, je peux augmenter le quota, mais je veux pas trop. Je veux trouver le seuil, 60, 55, je sais pas. On trouve un seuil avant que ça implose. On veut lancer l'intelligence artificielle. Voilà. Ça, c'est un souhait que j'ai. Un gros sujet, ouais. C'est un gros sujet. Avec tous les problèmes qui sont liés, je vais y revenir après. Et si on a 5 minutes. Ouais. Et puis, formation drone, c'est-à-dire que là, je sors une formation drone à Lorient, donc de Bac+2 à Bac+3. C'est technicien supérieur drone, c'est pour apprendre à comment est constitué un drone, est-ce qu'on peut sécuriser justement le protocole, comment on le démonte, comment on le répare, comment on l'entretient, voilà. Et c'est drone terre, air, mer. Donc il ne faut pas voir que les drones volants, on part sur tout. Et puis ces diplômés iront travailler pour ou dans la défense à 75%, quoi. Voilà. Et après, donc Bac+5, drone, je voudrais sortir un Bac+5 drone. Et là, du coup, c'est totalement innovant, ça n'existe nulle part. Mais par contre, il y a un vrai besoin. Il y a un vrai besoin. Et donc le bâtiment, il est fait justement pour accueillir des drones. Donc j'ai tout fait, même sur le toit, avec une plateforme, etc. Donc tout ça, c'est prévu. C'est déjà dans les cartons. Donc drone, IA, le BTS, je ne sais pas si je reste sur un BTS ou si je prends vraiment une prépa pour avoir un peu plus de liberté. Et puis, donc on a Lorient, parce qu'on est tout en Bretagne. Donc Lorient, donc on a vu qu'on avait drone. Et il y a autre chose que j'ai envie de sortir, et là, ça serait une très très grosse nouveauté, et complètement différent de ce qui existe là actuellement. C'est en gros, c'est partir sur des technologies très très basse consommation, qu'on peut appeler low-tech. Voilà, ça n'a rien à voir. Mais par contre, clairement, dans 10, 15, 20 ans, est-ce qu'on ne sera pas obligé de le faire? Donc autant former des gens qui vont être capables d'organiser le monde de demain. Et vu dans l'incertitude où on est aujourd'hui, il faut explorer plusieurs pistes.
Et je me dis que c'est pas du tout perdu de se dire que on peut consommer beaucoup moins d'énergie, que ce soit eau, gaz, électricité, tout. Est-ce qu'on a besoin d'avoir un logement de 150 mètres carrés quand on est 2 ou 3? Est-ce qu'on a besoin de chauffer 150 mètres carrés sur tout le volume quand on n'est que dans certaines pièces? Est-ce qu'on est obligé de prendre des panneaux solaires, les monter en 24 volts, puis les monter en 230 volts pour les redescendre en 12 volts? Est-ce qu'on est obligé de faire ça? Est-ce qu'on ne peut pas faire un réseau directement? Voilà. Il y a plein d'idées qui sont comme ça. Ouais, et puis même sans parler forcément d'apocalypse, j'imagine que tu as plein d'environnements et d'endroits dans le monde où tu as besoin d'avoir ce genre de technologie, tout ce qui est espace sous-marin, conditions un peu extrêmes, des pays peut-être plus pauvres, etc. Ouais, exactement. Il y a de quoi faire. C'est ça. Il y a une chaîne, low-tech, qui existe où justement, j'ai oublié son nom, je suis désolé. En fait, il est parti vivre en Thaïlande pendant 3 mois en autonomie, où en fait il a élevé des algues, des grillons, il est parti avec ses poules, un canard, etc. Et la vidéo, moi je l'ai dévorée, mais je l'ai vraiment dévorée, en me disant mais... D'un côté j'avais envie de le faire, après j'ai une famille, donc... Bon, c'est le centre-Bretagne en fait. Ouais, c'est ça. On n'a pas de problème d'eau. Donc voilà, j'avais envie de le faire, je me dis non, je peux pas le faire, j'ai une famille, mais faut que j'apprenne quand même à réduire ça, et allez, je pars sur une formation. Donc je me suis dit, est-ce que j'ai besoin de rouler dans une voiture d'1,5 tonne pour aller faire 5 km, aller faire les courses? Est-ce que je peux pas prendre un quadricycle, qui soit électrique, thermique, ça c'est un autre sujet, mais est-ce que je ne peux pas me déplacer en quadricycle pour faire ça? Est-ce que les derniers kilomètres ne peuvent pas se faire plus facilement, quoi? Voilà. Et après, on est confronté à autre chose, en parlant d'IA. IA, drone, ce qu'on veut, ça va être tout ce qui va être diplôme. Et là, on comprend, quand on essaye de monter et de déposer un diplôme, la complexité que c'est devenu. Et c'est devenu tellement complexe et stratégique que c'est devenu commercial. C'est-à-dire qu'il y a des boîtes qui vont soit aider à monter un diplôme, ok, très bien. En tant qu'école, on a besoin d'un diplôme, on va aller voir, est-ce que vous pouvez nous aider? Oui, ça va très très bien. D'autres boîtes ou écoles qui vont monter des diplômes dans le but non pas de dispenser les cours et la formation, dans le but de les revendre. Donc là, on est dans du recel de diplôme. Du recel de diplôme, ça c'est pas mal ça. Et donc en fait, on a des formations qui se montent, qui sont quasiment, pas fictives, mais il n'y a pas grand-chose de vrai dedans. Et en tout cas, ils revendent derrière. Et leur business, c'est ça. Nous, on a monté un diplôme, voilà, ça fait 200 pages, et je vais le revendre, et je vais prendre tant de milliers d'euros. Voilà, c'est ça leur business. Et c'est pas la formation. Donc on parle de... On devrait... C'est complètement illusoire de dire ça, mais on ne devrait même pas parler de rentabilité quand on parle de formation. D'éducation en général, on ne devrait même pas parler. Cette notion-là ne devrait pas exister dans l'éducation, parce qu'on est en train de former la France de demain. L'avenir, oui. C'est l'avenir. Si on doit serrer les boulons, machin, attention, pas trop, ceci, machin. Et non. On ne parle pas de rentabilité, c'est allez-y, on doit former et le mieux former possible. Plus on est éduqué, moins on a de problèmes.